Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de passer ce moment avec vous qui êtes derrière vos écrans pour nous suivre sur Médias en scène ou bien au siège du groupe parisien Les Échos ou encore à la maison de la radio. Alors nous avons maintenant 45 minutes devant nous pour parler d'un sujet passionnant et sur lequel d'ailleurs nous pourrions passer des heures car nous allons aborder la question de la posture journalistique dans un monde soumis à de multiples défis qui façonnent notre avenir. Alors surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il ne vous aura pas échappé que le Nobel de la paix a été remis la semaine dernière à deux journalistes, Maria Ressa du journal Rappler aux Philippines et Dimitri Muratov, rédacteur en chef du Novaya Gazeta en Russie. Ce n'est pas la première fois que des journalistes reçoivent ce prix, mais cette fois-ci, il a une saveur toute particulière car il rappelle à quel point il est crucial de préserver la liberté d'informer et aussi cette recherche de la vérité et des faits. C'est nécessaire pour la santé de nos démocraties, pour y voir clair dans un monde de plus en plus complexe qui est menacé par une crise climatique et sanitaire sans précédent, un monde qui est également soumis au pouvoir des lobbies, au secret des affaires, mais où, heureusement, il arrive toujours à voir émerger de belles enquêtes comme celle des Pandora Papers la semaine dernière et comme celles qui sont menées par nos invités, chacune à leur manière. Personnellement, malgré la défiance généralisée qui existe à l'encontre de notre profession et cette tendance à tout mélanger, à tout mettre dans le même sac et à tout critiquer, en fait, je crois au pouvoir des médias et à ce pouvoir qui consiste à investiguer, dévoiler, expliquer et mettre en perspective. Aussi, la question qui nous anime aujourd'hui, elle se pose avec force, alors que des milliers de scientifiques, de médecins, de chefs cuisiniers, de professeurs sortent depuis quelque temps de leurs réserves pour s'engager ouvertement dans des tribunes et mener des actions militantes en changeant leurs pratiques. Est-ce que les journalistes doivent également changer leurs pratiques ? Doit-on être plus engagé sur certains sujets, plus militant? Est-ce possible et comment? Pour en parler, j'ai donc le plaisir de vous présenter à mes côtés Inès Léraud, journaliste indépendante, autrice de Algues vertes, l'histoire interdite. Vous travaillez notamment pour France Culture, la revue Dessinée, et vous avez cofondé le média indépendant Bretonsplan. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et vous faites également partie du collectif Disclose, qui est connu pour sa pratique de journalisme d'impact. Émilie Torgemène, vous êtes journaliste pour Le Parisien, spécialiste des questions d'environnement dans la rubrique Société du journal, et ce depuis à peu près une dizaine d'années. Je mentionne d'ailleurs qu'avant cela, vous aviez travaillé en Chine, car cela pourra avoir une importance pour la suite de nos échanges. Marion Gude, vous êtes cofondatrice de la société de production luxembourgeoise Aban, à l'origine de films et de séries transmédia, résolument conçus pour changer le monde. Donc, pour commencer, je voudrais vous interroger, chacune d'entre vous, sur la façon dont vous concevez votre métier. Alors, Émilie, je le disais, vous êtes au sein du Parisien depuis 10 ans. Vous travaillez sur ces questions environnementales. On disait que la crise climatique est un enjeu absolument crucial. Vous êtes affiliée à cette rubrique. Fine connaissance des réseaux. Comment ça se passe pour vous au quotidien ? Comment je travaille au quotidien ? Moi, je travaille dans un média finalement classique, dans une grande rédaction, comme on dit. Je suis dans un quotidien, donc je cherche des sujets d'actualité, je m'en empare et je les montre au monde. Ça a l'air assez simple et ambitieux en même temps, mais c'est l'étendue de mon travail. Et est-ce que vous avez constaté, donc, au cours des dernières années, compte tenu de la montée en puissance des thématiques sur l'urgence climatique, une façon différente de faire votre métier, des moyens supplémentaires qui vous auraient été alloués et surtout une demande plus précise peut-être de la part du public ?
Oui, c'est sûr. Il y a, alors, vous le disiez, moi, ça fait un peu plus de 7 ans en fait, que je travaille sur cette rubrique environnementale au Parisien. Donc, j'étais déjà en poste quand il y a eu la COP21 à Paris. Et quelque part, en France, et dans la rédaction du Parisien, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant COP21 et un après COP21. Avant, les sujets environnementaux étaient connus et bien connus. Le réchauffement climatique avait quand même il y avait assez peu de climato-sceptiques en France, il ne faut pas se mentir. Mais l'intérêt, l'attrait pour ces questions, la connaissance pour ces questions qui sont aussi scientifiques et des fois un peu techniques, notamment sur la question climatique, c'est quand même... il faut avoir un petit bagage scientifique, était plutôt moindre. Depuis la COP21, on sent un appétit, une connaissance. Quand on parle de réchauffement climatique, tout le monde voit de quoi on parle au niveau global, avec des pas de temps, 2050, 2100. Le lectorat comprend, la rédaction est sensibilisée. Donc oui, il y a eu, je dirais, un avant et un après COP21. D'accord. Et ça a modifié un peu votre façon d'écrire ? Oui, bien sûr. Alors, attention, moi, je travaille encore une fois pour Le Parisien aujourd'hui en France. Donc, on est fiers d'être un média populaire de qualité. C'est-à-dire que je m'adresse aux tout venants. Donc, mon but, c'est vraiment de faire... c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie, c'est de la vulgarisation, c'est de l'information. Vraiment, c'est la clé. Donc, j'essaie d'être au plus clair. Maintenant, oui, probablement qu'il y a des mots, on ne s'interroge plus pour les utiliser, oui. D'accord. Alors Inès, vous au départ, vous n'êtes pas journaliste. Je suis documentariste. Voilà, vous êtes documentariste. Et puis, c'est un peu votre expérience personnelle qui vous a entraîné vers ce métier. Aujourd'hui, vous êtes journaliste ? Aujourd'hui, oui, je me dis journaliste. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a entraîné en fait vers ce métier ? En fait, oui, ce qui m'a entraînée dans l'investigation journalistique, c'est la découverte d'une maladie dans ma famille proche. Enfin, il s'agit de ma mère, en fait, qui a été intoxiquée par un polluant, le mercure, que en plus elle m'a transmis par voie placentaire. Donc quelque part j'ai aussi été victime de cette pollution et donc d'une conséquence de l'environnement sur la santé. Et suite à ça, en fait, grâce à ça même, on peut dire, est né mon appétit pour l'enquête et mon envie de comprendre les liens entre l'environnement et la santé. D'accord. Alors Marion, vous n'êtes pas du tout journaliste, non ? Vous n'avez même pas envie de le devenir ? Non, avec tout le respect que j'ai pour la profession de journaliste. D'accord, donc vous avez une société de production qui s'appelle Aban, et vous avez résolument décidé d'être activiste. Donc expliquez-nous juste qu'est-ce qui vous a amené là en fait. Bien sûr. Donc avoir une société de production pour nous, donc on est plus dans le cinéma, qu'il soit documentaire, que ce soit de la fiction, de la série, court-métrage, long-métrage. Nous en fait avec mes associés, quand on a créé Aban, on l'a créé pour être heureux. C'est ce qu'on s'était dit. Certains de mes associés viennent de l'édition, d'autres viennent de la musique. Moi, j'ai un background plus business, mais sans trop savoir pourquoi au final. Donc, on a créé la société pour être heureux. Pour Nicolas Blise et Stéphanie Hubert-Blise, pour eux deux, en fait, ça a été aussi la volonté de faire leur propre film. Ils sont auteurs et réalisateurs depuis l'époque et encore à présent. Et pour moi, c'était de travailler sur des projets ou en tout cas sur des sujets qui pouvaient avoir un impact sociétal de manière large, que ce soit de la justice sociale ou justice environnementale. D'accord. Alors Inès, je reviens vers vous. Donc vous avez dénoncé un certain nombre de scandales, alors en ciblant la Bretagne. Et puis donc vous allez nous raconter un petit peu ça brièvement. Et puis vous avez fini par publier donc une BD qui s'appelle la BD Algues Vertes, qui a été vendue à 120 000 exemplaires. Et donc du coup, finalement, ce succès qui est arrivé peut-être en bout de course, comment est-ce que vous l'avez ressenti ? Alors juste pour préciser, donc j'ai travaillé pendant plusieurs années sur l'amiante, la radioactivité, les pesticides, et petit à petit j'ai été amenée à m'intéresser à la Bretagne, qui est une terre agroalimentaire, un des principaux territoires d'élevage, un des principaux territoires d'élevage en France. Et en fait, j'ai travaillé pendant Je me suis installée en Centre-Bretagne, dans un village agricole. J'ai travaillé pour France Culture pendant plusieurs années dans ce village. Je faisais une série qui s'appelait Le Journal Breton, pour les pieds sur terre. Et
Et puis, petit à petit, on m'a proposé, les éditions Delcourt m'ont proposé, en association avec les éditions La Revue Dessinée, d'adapter cette enquête en bande dessinée, ce qui m'a permis de l'approfondir encore. Et rappelez-nous en 2 mots quelle était la nature de votre enquête. Alors, en fait, ça s'appelait le journal breton La Fabrique du silence, et j'enquêtais pendant 3 ans sur les pressions, les censures qui ont lieu à tous les niveaux de la société bretonne, dans les lycées agricoles, dans les municipalités, dans le monde politique, économique, et qui font que c'est très difficile de porter une parole publique critique sur les revers écologiques, sur les revers sur l'environnement de l'activité agroalimentaire. Et à un moment, pour la bande dessinée, je me suis concentrée sur les algues vertes, donc il y a une pollution... Il y a des marées vertes très importantes sur les littorales bretons qui produisent un gaz très toxique qui peut tuer en quelques secondes. On a retrouvé plusieurs corps d'animaux ou d'êtres humains morts sur le littoral dans des amas d'algues vertes. Mais finalement, il y a un gros déni en Bretagne, un déni notamment politique, qui fait qu'aujourd'hui, ce lien entre ces corps et le gaz toxique n'a jamais été fait. Voilà. Donc c'est une enquête sur ce sujet. D'accord. Et donc, du coup, en fait, ça a dû être assez complexe quand même de réaliser cette enquête, non ? Ça vous a pris du temps à la base ? Ça m'a pris énormément de temps. Ouais, ça a été 3 ans pendant lesquels je me suis consacrée à ça et à comprendre tout le système agroalimentaire qui est à l'origine de ces algues vertes. 3 ans à récupérer des archives qui n'avaient pas été publiées dans des mairies, chez des scientifiques, à recouper des témoignages, à reprendre tout ce qui était paru dans la presse régionale. Voilà. Ça a été un gros travail et on s'attendait pas. C'est un livre très pointu. On s'attendait pas à avoir autant de succès, à avoir autant d'impact. Et c'est vrai qu'après coup, je relis un peu autrement cette histoire et je sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure ou peut-être maintenant si vous voulez, mais je me dis que je vois un peu pourquoi en fait ça a eu autant de succès et qu'est-ce qui fait que les citoyens s'en sont autant emparés. Ouais. Puisqu'à la base, c'était un sujet non seulement local, mais assez technique. Et finalement, c'est devenu un sujet très partagé. Voilà. Et je pense que, en fait, en habitant déjà sur un territoire rural, dans lequel il y a très peu d'enquêtes, en apprenant, en vivant avec les habitants, en fait, au fur et à mesure des années, j'ai appris d'eux que on s'est en fait auto-accompagnés les uns les autres réciproquement. Moi, ils m'ont accompagnée à modifier ma pratique journalistique. Et eux, je les ai accompagnés à libérer leurs paroles et à me dire ce qu'ils voyaient et ce qu'ils vivaient dans leur travail. Et c'est passé par plein de choses. Par exemple, j'ai appris à faire toujours relire avant de publier le témoignage de quelqu'un ou réécouter ce qu'il m'a dit pour être sûre que je ne mets rien de risqué pour lui et que j'ai été précise et que je ne me suis pas trompée, que je n'ai pas transformé aucun mot, que j'ai vraiment respecté ce qu'il me disait. Aussi dans mes restitutions, donc écrites ou radiophoniques, de mettre en scène en fait, ces héros du quotidien qui se sont battus parce que moi, j'avais tendance à travailler en montrant tout ce qui allait mal en Bretagne, mais pas à mettre en fait en avant les associations et les citoyens qui faisaient des choses. Et je pense que dans la bande dessinée, j'ai fait cet effort parce que j'avais eu des critiques et ça a vraiment compté pour que les gens se reconnaissent en fait dans les luttes qui étaient menées par ce territoire et puis assument cette enquête avec moi. Et puis quand j'ai eu beaucoup de soucis par la suite des procès en diffamation, ben, ils ont été là en fait. D'accord, on y reviendra. Voilà. Donc ça a changé votre façon de faire du journalisme en fait. Totalement. D'accord, ok. Alors Marion, on arrive à vous. Vous avez une boîte de production qui est, on peut dire, assez différente des boîtes de production usuelles. Vous avez décidé d'être résolument activiste. C'est en tout cas la posture que vous avez tenue dans le cadre de Zero Impunity, qui est non seulement un film, mais un projet transmédia. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer sa teneur ? Bien sûr. Donc, comme je le disais, nous, on aime beaucoup travailler sur des sujets de justice sociale. Et Zero Impunity, en fait, s'intéresse à l'impunité qui entoure les violences sexuelles en temps de guerre ou dans les conflits actuels. Le projet est né d'une rencontre et d'une forme de promesse que j'ai faite au Rwanda, où on était revenu avec un groupe de journalistes, avocats, rendre hommage à un événement spécial par rapport au tribunal pénal international. Et j'ai eu la possibilité de rencontrer en fait un ensemble de femmes qui s'étaient constituées en association et qui avaient libéré leurs paroles après le génocide. Et je leur ai demandé, parce que je savais qu'on n'était pas le premier groupe
d'étrangers, ou le premier groupe qu'elles accueillaient, de savoir comment est-ce qu'elles trouvaient la force à chaque fois de reparler de leur histoire, de partager de manière générale ce qui leur était arrivé, ce qui était arrivé à leur pays. Et en fait, l'une d'entre elles, Godlive Mourakarasi, m'a dit qu'elle le faisait plus volontiers avec des personnes dont elle savait que la conversation pouvait aller au-delà du moment. Et elle espérait, parce que du coup on avait discuté un petit peu, qu'avec mon métier, ce qu'elle disait irait toucher d'autres femmes ailleurs dans le monde, à qui ça arrive aussi, et que ça leur permettrait en fait à leur tour de libérer leurs paroles et de trouver la force de continuer de vivre avec et de le partager, voire avec d'autres femmes. Et c'est vrai que c'est le genre de rencontre qui sonne comme une promesse. Et je suis revenue à la maison avec cette conversation du coup qui me tournait en tête. Et Nicolas et Stéphane, réalisateurs, donc qui sont aussi mes amis et mes associés, on s'était dit que c'était le bon moment pour commencer en fait à donner un tournant à Ban. La société existait déjà avant. On cherchait un petit peu la bonne manière de faire tout ça. On avait déjà des doigts dans le transmédia, dans des contenus qui sont... Mais vous étiez déjà en recherche d'impact ? Oui. Tout à fait. On était déjà en recherche d'impact et là, on s'est dit c'est vraiment un sujet qu'on va pouvoir prendre à bras-le-corps, bien que notre spécialité étant le film de manière générale, on va dire que toute la partie impact et la campagne autour s'est construite de manière très organique. En fait, au fur et à mesure de la construction du film, on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait et qu'on voulait faire plus. Et effectivement, on a créé cet écosystème avec les journalistes. Oui, parce qu'en fait, pour aller jusqu'au bout de ce projet, vous avez eu besoin de partenaires. Tout à fait. Effectivement. Aucun d'entre nous n'étions à l'époque, ou même encore maintenant, je peux pas le dire, des experts sur la question déjà des conflits, des guerres, des violences sexuelles. On savait effectivement en commençant qu'il y avait déjà eu un travail formidable et une montagne d'informations qui existait déjà sur le sujet. Mais nous, on avait envie de se demander pourquoi, et comme beaucoup de gens au quotidien, pourquoi est-ce qu'on est toujours en train d'avoir la même conversation ? Pourquoi est-ce que ça arrive encore alors que ça fait des années que c'est condamné par des tribunaux, qu'on sait que c'est pas juste le fait d'un soldat isolé, mais que c'est une vraie stratégie de guerre. Donc il y a une chaîne de responsabilité. Pourquoi est-ce qu'on est encore, toujours, à chaque fois qu'il y a un conflit, encore en train d'avoir ces conversations. Et donc, nous, c'est le fil qu'on a tiré, c'est celui de l'impunité. Et c'est ce qui nous a permis, effectivement, comme je disais, n'étant pas des experts, de trouver des personnes qui avaient le réseau, la connaissance, mais qui avaient aussi envie d'aller sur des nouveaux terrains. Et c'est là, effectivement, que nous avons travaillé avec des journalistes. Et ça, c'était quoi ? C'était pour financer votre projet ? C'était pour le diffuser ? C'était déjà à la base pour le construire éditorialement, pour avoir une proposition qui soit solide et qui soit effectivement d'abord présentable à des financeurs et ensuite qu'on puisse construire. D'accord. Bon, donc là, on voit, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment des modèles de journalisme quand même, en tout cas d'information, qui sont assez différents. Émilie, je reviens vers vous. Donc la force de frappe du Parisien, en fait, elle est aussi énorme, en recherche d'impact. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir de l'impact quand vous écrivez au sein du journal ? Oui, bien sûr. Oui, et c'est vrai, c'est ça, c'est la force de frappe du média pour lequel je travaille. Qui est très lu, qui est très repris, qui est lu y compris par les décideurs. C'est pas l'objectif de chaque papier qu'on fait, mais nous, on porte à la connaissance de nos lecteurs, qui sont pas du tout tous des décideurs, qui sont nos lecteurs, des choses, et parfois, l'opinion publique s'en empare, les décideurs s'en emparent. Je vais être un peu plus précise. On a fait... alors, je mélange deux sujets, on y reviendra peut-être aussi. On a, justement, pour pouvoir porter à la connaissance, on a essayé de s'allier avec 3 autres médias dans une coalition qu'on a appelée Sauver le présent, avec donc France Culture, avec Ouzbek Erika, qui est un magazine beaucoup plus spécialisé, et au début avec Combini, qui faisait de la vidéo, mais maintenant avec Science et Vie Junior, donc qui s'adresse à un public junior. Donc on a essayé de porter ensemble et donc porter plus fort. Nous, notre impact, c'est un peu notre audience finalement, certains sujets. Et donc le premier des sujets qu'on a porté à 4 ainsi, c'était sur la pollution de l'air autour et à proximité des écoles. Le Parisien aujourd'hui en France, c'est aussi un journal de l'Île-de-France, c'est une problématique capitale de santé environnementale, la pollution de l'air et la pollution de l'air pour les plus petits. Très honnêtement, c'était porté il y a, à la rentrée, donc il y a 3 ans pile. Ça a fait beaucoup de bruit, et si maintenant c'est une question en Île-de-France ou dans d'autres grandes villes de piétonniser l'abord des écoles,
je suis convaincue qu'on y est pour quelque chose. Je n'y suis pas pour quelque chose toute seule. Moi, j'ai raconté, j'avais des experts, des scientifiques, des parents qui s'inquiétaient dans une situation en région parisienne, à Montreuil et à Lyon, puisqu'il y a des écoles aussi qui sont vraiment cernées par des tunnels routiers qui nous racontaient leur situation. Vraiment, on a posé à plat, on a fait parler les politiques des villes concernées. Pourquoi on ne change pas le système d'entrée? Voilà, ils nous ont répondu. On a fait ça à plat par rapport à ce que vous racontez. Et très honnêtement, je suis convaincue que si ça fait partie du débat public et que si certaines municipalités s'en emparent pour changer d'essence de trafic, on y est pour quelque chose. Et c'est gratifiant. Ah bah oui, effectivement. Alors là, c'est très important parce qu'on a vraiment une réalité de l'impact. Bon. Vous, Inès, par exemple, dans votre travail, est-ce que vous avez pu mesurer votre impact d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs que ce soit qualitatif ou quantitatif? Oui, il y a eu beaucoup de... En fait, il y a eu à la fois des conséquences des attaques sur mon travail et des conséquences positives. Donc, il y a par exemple la Cour des comptes qui est venue faire... étudier un peu tout l'argent qui avait été englouti par les plans algues vertes et faire un bilan, et donc faire un bilan très négatif de la situation. Elle s'est déplacée en Bretagne, à Saint-Michel-en-Grève, pour pouvoir rendre ses conclusions. C'était la première fois qu'elle le faisait. Je pense que si elle s'est emparée de ce sujet qui traîne depuis les années 60, juste après la sortie de la bande dessinée, c'est peut-être pas pour rien. Et puis, il y a eu des décisions de Conseil d'État incitant la région Bretagne et l'État à agir davantage contre les causes des marées vertes. Il y a eu des procès de victimes qui ont avancé, qui ont été reconnus, notamment quelqu'un qui ramassait les algues vertes qui était mort au volant de son camion qui transportait des algues vertes, qui a été reconnu comme accident du travail. Enfin, sa mort a été reconnue comme accident du travail. Et puis surtout, le sujet est arrivé dans le débat public parce que, en fait, il y avait un tel tabou parce que l'agroalimentaire, c'est la principale économie de la Bretagne, donc c'était très compliqué de dire que les algues vertes viennent de cette activité. Et puis aussi, la Bretagne, sa deuxième activité, c'est le tourisme. Et donc, c'était assez compliqué aussi de dire, oui, il y a des algues vertes dangereuses. Donc, l'idée, c'était plutôt de les ramasser tous les jours, de les mettre dans des déchetteries, et puis de faire comme s'il n'y en avait pas. Et ça avait même complètement disparu de la parole politique. Et là, aux dernières régionales, chaque candidat, on a reparlé dans les débats, et le fait que ces algues viennent bien de l'agriculture, c'était pour la première fois complètement assumé, quoi. Voilà. Mais après ça, il y a eu aussi, comme je vous disais, quelques conséquences négatives. Et notamment, j'ai eu 2 procès en diffamation par rapport à mon travail sur l'agroalimentaire. Qui sont soldés aujourd'hui? Qui sont soldés. En fait, dans les 2 cas, ça a été plusieurs mois, voire dans le deuxième procès, c'était 18 mois d'attente pour l'audience, 18 mois de préparation. C'était très lourd à porter. C'était une période où j'ai pas pu beaucoup travailler. Psychologiquement, ça doit être difficile aussi. Hein? Hyper difficile. J'imaginais pas, alors que j'avais beaucoup travaillé, qu'a priori j'avais toutes les chances de gagner, j'imaginais pas à quel point c'était difficile, notamment parce que j'avais anonymisé des sources pour les protéger. Et en fait, pour me défendre, je me rendais compte que la seule solution, c'était de leur demander de venir témoigner à la barre et donc d'afficher leur identité. J'étais très, très anxieuse par rapport à ça. Et c'est l'industrie agroalimentaire qui vous a attaqué? Dans les 2 cas, c'est un industriel de l'agroalimentaire et dans le premier cas, et dans le deuxième, un consultant pour les industries agroalimentaires. Et dans les 2 cas, ils se sont désistés à quelques jours de l'audience, 3 jours à 1 semaine de l'audience. Voilà, ce qui est... Dans l'un des 2 cas, j'avais remis mes conclusions à la partie adverse. Donc j'avais vraiment travaillé jusqu'au bout. C'est un peu une manière à la fois d'épuiser psychologiquement, financièrement, parce que moi, je n'étais pas rémunérée, je ne travaillais pas. Vous êtes indépendante, donc il n'y a pas de rédaction derrière vous. C'est ça. Et puis, c'est aussi une manière de faire peur à tous mes collègues qui voudraient se lancer dans ce genre d'enquête, quoi. Donc, ça, c'était assez terrorisant. Mais en même temps, moi, j'ai pris le parti de tout dire, de le rendre public. Et en fait, ça a créé un sursaut populaire. Parce qu'en fait, vous aviez tous les gens derrière vous, le public derrière vous. Cette BD, on s'y attendait pas, mais elle a été accueillie très, très favorablement, y compris par le monde politique. Donc là, c'était complètement surprenant parce qu'on n'avait pas été... Enfin, on avait... était un petit peu critique envers la parole publique. Et elle a été accueillie très favorablement. J'ai eu beaucoup de retours et de courriers. Mais là où j'ai vraiment mesuré ça, c'est quand j'ai eu ces procès en diffamation, des habitants ont décidé de créer un comité de soutien, de m'aider financièrement, j'ai eu un soutien fou, et même avec un soutien journalistique à l'échelle européenne. Ça a été très important pour moi, et j'ai découvert, en fait... Une forme de solidarité réelle, quoi. Ouais.
et qui m'ont apporté aussi un soutien psychologique, une psychologue, hein, j'en ai eu besoin à ce moment-là, en fait, qui connaissait ces questions-là. Et en fait, c'est là que j'ai mesuré à quel point ce pacte de confiance qui s'était créé au fur et à mesure des années, il a été important parce que les gens, les habitants ont dit c'est un patrimoine, cette enquête, c'est à nous et personne ne l'attaquera. Parce que c'est vraiment important, nous, on s'en saisit aujourd'hui pour en fait habiter autrement notre région, s'investir davantage dans nos conseils municipaux, plus soutenir nos associations. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Ils ont repris du pouvoir. C'est ça. Et vous avez subi des menaces personnelles ? En fait, par exemple, une des plaintes, d'habitude, une plainte en diffamation, ça s'adresse à la rédaction et on attaque et le journaliste et la rédaction. Moi, je l'ai reçue au domicile où j'étais hébergée chez des amis dans un hameau complètement perdu en Bretagne et l'industriel n'attaquait que moi, par exemple. C'est des choses qui sont un peu fragilisantes. Mais en fait, à part des salons du livre où j'étais invitée, puis déprogrammée au dernier moment, des choses comme ça, ce qui a été aussi très difficile, c'est mes témoins qui ont subi des attaques physiques, pour le coup, des menaces de mort, des chiens empoisonnés, des clôtures ouvertes, quand c'est des gens qui possèdent des bêtes. C'est une pratique courante, des roues déboulonnées, d'une témoin. Et c'est vraiment des pratiques courantes dans l'agroalimentaire. C'est des menaces qui sont arrivées aussi à des inspecteurs du travail qui inspectaient les usines, etc. Donc, c'est signé. Bon, alors Marion, vous, c'était un autre sujet. Il n'y avait pas forcément d'industrie derrière, hein, non ? Mais alors, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de votre film ? Alors, on a pu mesurer, oui, effectivement, parce que on a fait une campagne d'impact où on voulait... comment dire ? Donc, on a ce sujet, les violences sexuelles en temps de guerre, l'impunité. Pourquoi toujours cette question ? On fait nos recherches. On travaille effectivement avec des journalistes. Nicolas et Stéphane, les réalisateurs, font également leurs recherches. On trouve des lieux d'impunité, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine, même au sein de l'ONU. Parce que, comme beaucoup de citoyens, on se dit mais c'est pas des choses dont l'ONU devrait s'occuper. Est-ce qu'ils n'ont pas des programmes ? Eh bien, si, ils s'en occupent. Il y a beaucoup de gens qui font un travail incroyable et formidable, mais il y en a d'autres qui préfèrent privilégier leur carrière, qui s'assoient sur des rapports qui pourraient changer le monde. Mais donc, effectivement, au travers de ces recherches, nous, on s'est aussi dit, et on a rencontré des gens qui avaient déjà des solutions. Parce qu'effectivement, demander la fin des violences sexuelles dans le monde, c'est comme demander la paix dans le monde. Enfin, c'est naïf et c'est juste pas réaliste. Voilà. On en a tous envie, mais il faut s'attaquer justement quelque part. Et donc, vu que cette conversation, elle est récurrente, ça fait des dizaines d'années qu'il y a effectivement des solutions qui existent. Quand il s'agit de l'armée, ça peut être des formations. On a choisi, par exemple, en Ukraine, de voir que le code criminel national n'était pas aux standards internationaux. Et que l'Ukraine fait partie d'un des lieux où nous avons fait des investigations et qui fait partie du film. Et donc, effectivement, on s'est dit qu'avec tout ce matériau et avec le fait que c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent, je ne dis pas que c'est facile à entendre, surtout après une journée de boulot, voire même quand on en cumule deux, qu'on a couché les enfants, que finalement on a pu manger un bout. Tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre parler de violences sexuelles de manière frontale. Et pourtant, il y a des gens qui prouvent que quand quelque chose est important pour eux, ils peuvent être touchés. Ils peuvent dire ça ne passe pas inaperçu, je suis pas d'accord et ça doit cesser. Et on se rend compte aussi que, et je pense que c'est aussi ce que tu as vécu, c'est que quand on se rend compte que cette émotion, cette rage ou cette tristesse que le sujet nous procure, quand on peut se dire, ah ben voilà, oui, peut-être que je fais que signer une pétition, ou alors je participe à un fonds qui permet d'aider cette journaliste, ou alors j'envoie un courrier ou je vais parler à mon représentant. Quand il y a des étapes comme ça qui sont concrètes, mesurables, où on se dit effectivement ça avance dans la bonne direction, là effectivement on ouvre beaucoup plus facilement des sujets qui sont peut-être plus difficiles à des audiences. Et nous, c'est ça qu'on a construit sur chacune des enquêtes. Alors bien sûr, on ne l'a pas fait tout seul. On avait le travail de Nicolas et Stéphane en termes de recherche, le travail des journalistes aussi qui était très important. Et on a fait un partenariat avec une dizaine de médias partenaires. Le premier d'entre eux, ça a été Mediapart. C'est Edwy Plenel qui en a été toqué, qui nous a dit ouais, essayons.
essayons, et qui effectivement ensuite nous a ouvert les portes des autres médias partenaires, que ce soit Inkifada, que ce soit l'International et le Spiegel en Allemagne. Parce que là, il y avait vraiment une visée internationale. Exactement. Ouais. En fait, notre objectif à nous, la campagne qu'on a dessinée, c'était d'avoir une masse de personnes derrière nous. Il y a des campagnes d'impact qui sont dessinées pour des fois une personne. C'est la personne dans un board d'une grande société qui est en train d'empoisonner des gens à l'autre bout du monde, qui se dit philanthrope et à qui on a envie d'aller dire regardez ces enfants-là, tu y penses de temps en temps. Donc voilà, des fois c'est juste pour une personne qu'on fait tous ces efforts. Nous, en fait, on avait envie d'avoir un mouvement justement de masse, et ça nous permettait aussi en parallèle de dire à toutes ces femmes, tous ces hommes qui nous avaient confié leurs paroles, ou ceux qui ne nous l'avaient pas confié mais à qui ça arrive encore aujourd'hui, tristement, qu'on les entend et qu'ils sont un peu moins seuls. Alors, ce qui est important, et vous le disiez aussi, Émilie, c'est en fait le poids du collectif, finalement, hein, puisque vous aussi, vous avez créé un collectif, là, vous en parliez à l'instant. Alors, vous, Inès, vous êtes plutôt toute seule, vous étiez toute seule. Mais alors, la question, c'est en fait dans le choix des sujets, finalement, puisque vous voulez avoir de l'impact. Il faut aussi, peut-être probablement que ça intéresse pas que vous, mais aussi d'autres partenaires potentiels. Est-ce que comment vous faites pour sélectionner ces sujets, et aussi comment vous faites pour les gérer dans le temps? Parce que ces sujets d'investigation ou d'enquête s'inscrivent dans du temps long, donc c'est pas toujours très facile à gérer. Émilie, vous avez une opinion sur ce sujet? J'ai une opinion et j'ai sûrement une réalité assez différente de mes camarades de plateau. Moi, je travaille pour un quotidien. Alors, quand on travaille ensemble, déjà dans une rédaction, on est très nombreux. Je pense qu'on a une réalité assez différente. Donc déjà, on discute des sujets. C'est quasiment tout le temps une décision de toute façon extrêmement collective. Là, dans cette coalition de 4 médias très différents, on l'a fait exprès. Hein. L'idée, c'était d'avoir un ton très différent entre France Culture et Le Parisien. C'est des fois... on se demande même en rigolant si on parle la même langue, une façon d'aborder les sujets très différents. Par exemple, Aurélie Luneau sur France Culture fait que du plateau, donc de facto, elle ne va pas faire de reportage, alors que nous, vraiment, on essaye d'attraper les choses en mettant les mains dans la boue quelque part. Donc, bon, c'était l'idée. Après, décider de sujets ensemble, c'est beaucoup plus simple sur ces terrains environnementaux que ça ne pourrait en avoir l'air. L'idée, c'est vraiment... c'est assez basique, mais c'est l'actualité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Oui, mais il y a des angles quand même. On ne prend pas... comme le disait Marion, ça peut être quelque chose d'extrêmement restreint ou au contraire quelque chose de très vaste. Donc, Eh bien, nous, justement, sur ces 4 médias-là, on parle de la même chose, mais on garde notre ton propre. Aurélie, sur France Culture, continuera à faire du plateau et à faire... elle n'aimerait pas que je dise ça comme ça, mais et à faire du débat d'idées, alors que nous, on continue à vouloir vraiment raccrocher ça à quelque chose de très quotidien, de réel, enfin c'est un peu basique, mais de reportages de gens qui nous parlent parce qu'ils y sont en plein dedans, en santé environnementale, parce qu'ils ont subi des pollutions. Je pensais à Mercure, on a fait aussi une enquête sur des résidus de mines qui empoisonnent des vallées entières. Bon, bah là, du coup, on va dans la vallée, on parle aux gens. Est-ce qu'ils en sont conscients ou pas? C'est quand même une question assez importante aussi. Donc chacun conserve son ADN, quoi. Chacun conserve son ADN. Et honnêtement, trouver des sujets communs sur ces thématiques qui sont très engageantes, je veux dire, bon, là, c'est pareil, les violences sexuelles, ça va être quand même assez compliqué de trouver quelqu'un qui va dire je suis très favorable aux violences sexuelles en temps de guerre. C'est malgré tout des sujets... consensuels. Oui, consensuel, évident. Bon, c'est finalement assez simple, mais nous, le choix qu'on a fait dans cette coalition très disparate, on a quand même un de nos acteurs qui s'adresse à des enfants, hein, donc 8-12 ans, donc forcément on ne parle pas pareil, c'est on garde notre ADN. Sciences et Vie Junior ne va pas parler comme Le Parisien, c'est une évidence. Donc on a fait ce choix-là. Ok, alors Inès, vous, dans le choix de vos sujets, donc celui-là, vous étiez venu peut-être un peu naturellement. Est-ce que vous travaillez sur des choses... autres, futures? En fait, maintenant que j'ai découvert l'agroalimentaire breton, que je me suis installée là-bas, que j'ai tout ce réseau d'informateurs, j'ai plus du tout envie de changer de terrain d'enquête. J'ai envie de passer toute ma vie sur le même terrain. Et c'est vrai que depuis le début, en fait, je travaille toujours quand même un peu une même problématique. Et je pense que ça me va bien d'être journaliste indépendante parce que des fois, les rédactions me disent « Ouais, bon, ça va, Inès, tu as parlé déjà pas mal de fois de ce sujet-là chez nous. » Donc, ça me permet de... Enfin,
Donc vous creusez le sujet, en fait. Ouais, je creuse toujours le même sujet, j'ai l'impression. Et du coup, quand quelqu'un... je lâche rien, quoi. Je me dis, moi, je veux traiter ce sujet, donc je vais frapper à toutes les portes jusqu'à ce que quelqu'un me prenne ce sujet. Et puis aussi, de ne pas être dans une rédaction, ça fait qu'on peut m'imposer aucun rythme. Si j'ai besoin de 6 mois pour traiter de mon sujet, bon... Surtout que la BD, c'est bien vendu, donc je peux d'autant plus travailler comme ça maintenant. Avant, je devais un peu combiner des petits reportages alimentaires avec des plus grandes enquêtes. Mais maintenant, j'ai la liberté de pouvoir vraiment m'organiser comme je veux du fait de mon indépendance. Mais après, ça a quand même des désavantages aussi d'être un peu seule comme je le suis. Je l'ai notamment vu lors des procès en diffamation. Et c'est vrai que avec ma collègue de la presse régionale, Morgane Large, c'est justement elle qui avait témoigné dans certaines de mes enquêtes et qui a subi l'empoisonnement de son chien, les clôtures ouvertes, le déboulonnage de ses roues. Avec elle et puis d'autres jeunes journalistes de la presse régionale qui travaillent par ailleurs au Télégramme à Ouest France, on a quand même fait le bilan tous ensemble que l'industrie agroalimentaire finance malgré tout indirectement et directement toute la presse, notamment via les encarts publicitaires, et que même si la presse est quand même de très bonne qualité et fait un travail quotidien très bon, c'est pas facile d'y faire vraiment de l'enquête approfondie, non seulement par le financement, mais aussi par le rythme quotidien de production qu'ont les journalistes. Et du coup, on a décidé ensemble de faire un média qui s'appelle Splandre, et qui veut dire transparence en breton, qui est bilingue et qui est financé uniquement par des citoyens et qui a eu une campagne de fonds très belle. Ils ont reçu près de 90 000 €. Enfin, ce média a reçu près de 90 000 €. Et une première enquête a été faite sur la pollution de l'air en Bretagne. Et donc, il est entièrement dédié à l'investigation? Entièrement dédié à l'investigation, avec des enquêtes qui prennent 6 mois à 1 an et qui sont des enquêtes collectives, avec un service juridique dédié à ce média. D'accord. Et alors, vous êtes aussi engagé dans un collectif qui s'appelle Disclose. Et Disclose, c'est en fait le parrain de Splandre. Je fais partie du comité éditorial de Disclose, qui a fait des enquêtes très remarquées, dont la dernière sur les essais nucléaires en Polynésie et dans la présélection du prix Albert Londres. Et en fait, en voyant comment ça fonctionnait bien de travailler au long cours et en collectif, comment ça pouvait être sécurisant aussi pour un journaliste, eh bien, on a adapté ça à l'échelle régionale. Et c'est vous maintenant qui faites des procès aux autres? C'est ça? Pas encore. Pas encore. Bon. Mais bon, c'est peut-être au programme. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est la posture des témoins. Donc ça, vous en avez bien parlé. Émilie aussi, parce que la source, elle reste inconnue. Est-ce que vous avez rencontré ces problématiques aussi, Marion? Ouais. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, le travail de recherche des réalisateurs, mais aussi des journalistes, est confronté exactement aux mêmes questions et reçoit du coup les mêmes réponses. Il y a énormément de sources qui sont anonymisées au sein des investigations et des articles qui ont été publiés, au sein du film également. C'est pour ça que, à la base, le film devait être uniquement en animation, donc dessiné, pour y répondre. D'ailleurs, pour répondre aux besoins d'anonymité, et parce qu'effectivement, on trouvait qu'il y avait une certaine lourdeur visuelle à mettre quelqu'un en contre-jour ou à faire en noir et puis déformer la voix. Donc on s'était dit que l'animation permettait de garder un certain rythme, permettait de créer une distance un peu critique et d'entrer tout de suite dans une conversation un peu plus approfondie avec les gens qui voyaient le film. Pas juste de se prendre comme ça l'information et puis ce qui est raconté un peu dans la tête, parce que ça reste des choses dures. Mais c'est vrai que du coup, on a apporté effectivement les mêmes réponses par rapport aux sources et aux gens qui nous ont donné leur parole, mais ça a été effectivement très constructeur par rapport au film et à l'ensemble de la campagne. Il y a beaucoup de réflexes que nous, on a pris. On avait déjà pris le pli dans nos communications avec les journalistes ou alors avec certaines personnes qui nous accueillaient dans les pays où nous enquêtions, d'avoir des connexions sécurisées, des connexions électroniques sécurisées également. Mais c'est vrai que c'est le partenariat avec Mediapart qui nous a aussi permis d'apprendre de leur pratique, parce que c'est quelque chose qu'eux pratiquent, d'apprendre de leur pratique, connaître leurs outils et surtout faire ça correctement. Parce que, effectivement, si pour nous, Zero Impunity, c'est un film, donc le film est fini, la campagne d'impact, on considère aussi qu'elle est finie. On a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné, mais on savait que par rapport à notre métier à nous, il y aurait
d'autres films sur d'autres sujets. Mais on ne voulait pas, en fait, par rapport aux gens, toutes ces personnes qui ont contribué à Zero Impunity, on ne voulait pas passer pour des gens qui sont venus, qui ont pris le sujet et qui maintenant passent à autre chose. Donc c'est pour ça que pour nous, avoir une campagne d'impact qui était très définie, en disant en Ukraine, on va aider cette association, on va tous pousser ensemble à mettre l'œil international pour changer la loi. En France, on va essayer de pousser cette formation dans les écoles militaires. Donc en ayant en fait des étapes qui sont claires, ça permettait à tous ceux qui rejoignaient le mouvement de savoir où on va et de se dire j'essaye, ça me semble concret et je participe à quelque chose de positif. Mais nous aussi, de pouvoir dire bon ben voilà, le projet est celui-là. On va réussir, après même si ça nous prend 10 ans, on va essayer de réussir sur nos objectifs. Mais au moins, on a une certaine... j'ai pas envie de dire le mot éthique parce qu'il est fortement connoté, mais on a un certain respect pour toute l'aventure. En fait, vous assurez un suivi, quoi. Finalement, c'est l'information au service d'une cause, et cette cause ne s'éteint pas avec la publication du film. Voilà. Ouais, vous êtes sur le temps long, très long. Exactement. Peut-être. S'il faut, oui. Oui, s'il faut, oui. Et alors, quelles sont les prochaines causes ? Alors, nous, on travaille... Nicolas et Stéphane, donc, qui sont les réalisateurs et qui avaient aussi, du coup, la responsabilité éditoriale pour Zero Impunity, vont s'intéresser à du sujet, et c'est là que c'est vraiment... Enfin, ton histoire est très intéressante, enfin, vos histoires même, d'ailleurs. Ils vont s'intéresser à des sujets qui nous touchent un petit peu différemment, parce qu'on est strasbourgeois, tous les trois, à l'origine. Donc, on va se rapprocher de notre fleuve à nous, de notre région, où, effectivement, il y a beaucoup d'histoires... qui sont au début familiales, mais qui deviennent plus grandes, du coup qu'on va creuser avec eux. On s'intéresse aussi énormément aux nouvelles formes de narration, à tout ce qui peut être immersif ou interactif dans un espace. Donc là, c'est plus des dispositifs muséaux, mais on travaille notamment sur Sweet Dreams avec le studio Marshmallow Laserfist, qui est basé à Londres, où on va s'intéresser en fait à l'appétit humain, tant au figuré qu'au sens, on va dire, plus métaphorique et à la manière dont on peut manger le monde aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il y a un engagement politique à la clé dans vos démarches, en fait, dans cette idée de changer le monde ? Je pense, oui, qu'on le veuille ou non, surtout que nous, on se définit d'abord en tant que citoyens, qu'on a amorcé effectivement cette dynamique. Je pense que même si on a une approche très poétique et très personnelle d'un sujet, tout comme on peut essayer d'embrasser ou de porter la voix de personnes qui ont une réalité de vie différente de la nôtre, je pense que parce qu'on est citoyen et qu'on a amorcé cette dynamique, oui, on est forcément dans le politique, mais en même temps, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Ouais. Émilie, vous êtes d'accord ? Oui, j'étais en train de me demander à quel registre on prenait cette question. Dans ce registre-là, oui. Bien sûr que c'est politique, puisqu'on est dans l'espace public. Enfin, vraiment, on fait des métiers publics. Alors moi, ce que je dis, en fait, c'est presque une question de temporalité. Moi, je m'arrête à la fin de l'enquête et j'y reviens pour voir comment ça s'est passé, mais dans cette temporalité d'un quotidien. Voilà, donc on a presque la même démarche jusqu'au temps de publication, et après... Si d'autres gens, associatifs, activistes, leaders politiques, citoyens ont envie de s'en emparer, à eux de jouer. Après, si l'engagement politique, ça veut dire utiliser ces outils, partis politiques, associations, sous quelque forme que ce soit, alors moi je le fais pas et presque je me l'interdis parce que c'est trop compliqué pour les relations que j'ai avec les interlocuteurs avec lesquels je parle quotidiennement. Je ne sais pas comment toi tu gères ça. Bon, moi, ça n'a aucun rapport avec un quelconque parti, mais effectivement, je pense que au fur et à mesure de mes enquêtes, ça devient de plus en plus des enquêtes politiques, dans le sens où j'ai une lecture politique de la situation. Les algues vertes, en fait, c'est vraiment une question politique, plus que scientifique. Finalement, l'enquête, c'est au niveau du discours politique, du discours des dominants industriels et politiques, que ça s'est situé d'arriver à le déconstruire, à comprendre ce qu'il y avait réellement derrière et ce qui n'était pas dit. Et voilà, c'est beaucoup de l'étude du discours, finalement. Bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les trois pour vos parcours si inspirants. J'invite tous ceux qui nous ont regardés à aller consulter vos travaux respectifs. Je crois que ça ne peut être que constructif. Et restez bien connectés avec nous parce que la prochaine séquence arrive.